Je m'appelle Arthur, j'ai 28 ans. Pendant 20 longues années, j'ai été l'enfant invisible dans ma propre maison, constamment mis de côté et privé d'affection pour que mes parents puissent aduler mon jeune frère, Julien. Mais le véritable cauchemar a commencé le mois dernier, lorsque mon père a exigé que j'assiste au mariage somptueux de Julien, menaçant de couper complètement le paiement de mes prétendus frais de scolarité dans un collège communautaire si je n'obéissais pas à ses ordres stricts. Alors que j'étais assis dans mon bureau de direction d'angle au centre-ville de Chicago, m'occupant de mes affaires et examinant les indicateurs de ma dernière promotion, mon père a envoyé un SMS collectif massif à toute la famille. Il a dit à 30 de nos proches parents que j'étais un raté égoïste, aigri et fauché, qui serait complètement exclu de l'héritage familial si je gâchais la journée spéciale de Julien. Ils m'ont humilié publiquement, se moquant de ma prétendue pauvreté. Mais il y avait une chose énorme qu'ils ne savaient pas. Je n'étais pas un étudiant vieillissant et en difficulté dans un collège communautaire. J'avais secrètement obtenu mon diplôme en tête de ma promotion dans une université prestigieuse il y a des années. Et je gagne actuellement un salaire massif à 6 chiffres en tant que directeur de l'analyse des produits. Et en ce moment même, ces mêmes parents arrogants se tiennent sur le porche de ma maison, complètement ruinés, en pleurs et me suppliant de les sauver d'une faillite financière totale. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé et comment j'ai fait s'effondrer leur château de cartes, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez vraiment en la justice et au karma. Et n'oubliez pas de me dire depuis où vous regardez dans la section des commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons là où tout a commencé. Le soleil de l'après-midi se reflétait de manière aveuglante sur le verre trempé de mon bureau. Dehors, à travers ma fenêtre du 15e étage, la silhouette de Chicago se dressait fièrement dans un ciel bleu et dégagé. Je venais de terminer une réunion stratégique brutale de 2 heures avec le conseil d'administration, décrochant une promotion massive accompagnée d'une forte augmentation de salaire et d'options d'achat d'actions. Ma vie était enfin exactement là où je voulais qu'elle soit. C'était calme, couronné de succès, et surtout, complètement séparé du désert toxique de mon enfance. J'aimais ma tranquillité. Je protégeais ma paix avec de hauts murs et des numéros de téléphone non répertoriés. Mais alors, mon téléphone portable personnel a vibré. L'identité de l'appelant s'est affichée à l'écran, brisant le silence de mon bureau. Richard, mon père. Je n'ai pas répondu. Je ne répondais jamais à ces appels pendant les heures de bureau, principalement parce que ces appels consistaient généralement à se plaindre de ses choix de vie et à me rejeter la faute pour la météo. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. 10 secondes plus tard, un message texte est apparu à l'écran. Puis un autre, puis un déluge de messages, vibrant agressivement contre le bois de mon bureau comme un frelon en colère piégé dans un bocal. J'ai pris le téléphone, déverrouillé l'écran et lu les messages. Arthur, tu pousses ma patience à bout. Le mariage de Julien est dans exactement 2 semaines. Tu n'as pas confirmé ta présence. C'est l'événement le plus important de toute la vie de ton frère. Serena a consacré des milliers d'heures à planifier cela. Si tu ne te présentes pas pour le soutenir comme un bon grand frère, tu peux oublier tes paiements de scolarité. J'appellerai la banque et je te couperai les vivres dès aujourd'hui. Tu retourneras retourner des burgers dans un drive-in au lieu de terminer ton diplôme de collège communautaire. Appelle ta mère immédiatement. Elle a des palpitations cardiaques à cause de ton égoïsme. Je me suis adossé dans mon lourd fauteuil en cuir et j'ai laissé échapper un rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un son sec et creux qui a résonné dans le grand bureau. Les paiements de scolarité. Mon père croyait réellement, de tout son être, qu'il tenait tout mon avenir en otage pour un minable montant de $300 par mois destiné à un collège communautaire où je n'avais même jamais mis les pieds. Laissez-moi vous donner le contexte complet de notre dynamique familiale. Quand j'avais 18 ans, je cumulais 3 emplois et j'étudiais jusqu'à ce que mes yeux saignent. J'ai obtenu une bourse d'études complète à l'université de Chicago. C'était le moment de fierté absolue de ma misérable vie d'adolescent. Je me souviens avoir couru dans la cuisine, serrant cette épaisse enveloppe d'admission, mes mains tremblant physiquement de joie. Mais quand j'ai montré la lettre d'admission à mes parents, ma mère Margaret n'a même pas baissé son magazine sur papier glacé. Elle a juste froncé les sourcils, a regardé mon père et a dit que cela ferait se sentir Julien inférieur, car Julien était alors en train d'échouer à son cours d'algèbre de base au lycée pour la 2e fois. Mon père a regardé la lettre, l'a jetée à la poubelle et m'a dit carrément que je restais sur place. Je n'avais pas le droit d'aller à Chicago. Je n'avais pas le droit d'éclipser le fils prodige. Le fonds d'études familiales, que mon grand-père avait mis en place pour nous deux,
allait être entièrement vidée pour payer des tuteurs privés et une voiture de luxe pour Julien afin qu'il ne se sente pas mal à cause de ses notes. Alors, j'ai fait ce que n'importe quel adolescent désespéré et acculé aurait fait. J'ai joué leur jeu. J'ai falsifié des papiers d'inscription dans un collège communautaire local. J'ai imprimé de faux horaires de cours. J'ai fait mes valises au milieu de la nuit, j'ai pris un bus Greyhound pour Chicago et j'ai réclamé ma bourse. Au cours des 10 dernières années, j'avais maintenu la grande illusion d'être un étudiant lent et en difficulté qui mettait une décennie à obtenir un simple diplôme d'associé de 2 ans. Mes parents m'envoyaient $300 par mois pour le loyer et les livres, que je redirigeais discrètement vers un compte d'épargne distinct à haut rendement qui restait totalement intact. C'était le prix dérisoire à payer pour ma liberté totale. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone. L'écran s'est chargé instantanément, affichant mon compte courant principal. Le solde affichait confortablement un chiffre qui aurait fait s'étouffer mon père avec son café bas de gamme du matin. Mon portefeuille d'investissement, mes avoirs immobiliers, mes comptes de retraite d'entreprise, rien de tout cela n'existait dans leur réalité. Pour eux, j'étais juste Arthur, la grande déception qui ne parvenait pas à s'en sortir dans la vie. Mon téléphone a encore vibré violemment. Cette fois, c'était une notification de message vocal de ma mère. J'ai appuyé sur lecture et j'ai activé le haut-parleur, laissant sa voix envahir l'espace stérile de mon bureau. Arthur, s'il te plaît, pleurnichait sa voix, adoptant ce ton si familier de victime fabriquée qu'elle utilisait lors de ses réunions hebdomadaires de copropriété pour obtenir ce qu'elle voulait. Ton frère est tellement stressé en ce moment. Serena planifie un mariage absolument parfait et ton père menace d'avoir une crise cardiaque littérale à cause de ton entêtement. Ne gâche pas cela pour Julien. Il mérite une journée parfaite. Viens juste à la maison pour le week-end. Nous te payerons même ton billet de bus si tu es si fauché que ça. Présente-toi, c'est tout, et plie les serviettes ou quelque chose comme ça. Un billet de bus. Plier les serviettes. J'ai regardé le costume Tom Ford sur mesure que je portais. J'ai regardé la lourde montre en or à mon poignet. J'ai regardé le diplôme encadré sur mon mur, où l'on pouvait lire « Summa cum laude » en lettres noires épaisses. Pendant des années, je m'étais tenu à distance, protégeant ma santé mentale, les laissant croire à leurs mensonges confortables et arrogants. Je ne les avais jamais corrigés parce que je ne m'intéressais tout simplement pas assez à eux pour engager le dialogue. Mais en écoutant la voix de ma mère, en entendant cette arrogance absolue et ce manque de respect profondément ancré, quelque chose de lourd s'est déplacé dans ma poitrine. J'en avais terriblement assez de me cacher dans l'ombre de ma propre réussite. J'en avais assez de jouer le rôle de figurant pathétique et fauché dans le grand film délirant de Julien. J'ai reporté mon attention sur les 2 écrans de mon bureau. J'ai ouvert une fenêtre de navigation sécurisée et me suis dirigé vers le site de la compagnie aérienne. Je n'ai pas cherché de siège à prix réduit. Je n'ai pas cherché de billets de dernière minute. J'ai sélectionné la cabine de première classe sur le premier vol au départ d'OHARE. J'ai payé avec une carte de crédit haut de gamme dont mes parents ignoraient l'existence. J'ai fermé mon ordinateur portable, je l'ai placé soigneusement dans ma mallette en cuir et je suis sorti de mon bureau aux parois de verre. Il était temps de retourner dans cette ville natale que je détestais. Non pas pour célébrer Julien, non pas pour plier des serviettes, mais pour regarder enfin ma famille toxique dans les yeux en tant qu'homme puissant que j'étais devenu. Je pensais que ce serait un simple week-end pour établir des limites fermes et révéler la vérité. Je n'avais absolument aucune idée que j'allais droit dans un massacre financier catastrophique. La voiture de location a crissé bruyamment sur le gravier familier de l'allée de mon enfance. J'avais intentionnellement opté pour une berline modeste et banale à l'aéroport, ne voulant pas dévoiler mon jeu trop tôt. Je voulais voir exactement comment il traitait la version fauchée de moi-même avant de frapper un grand coup. J'ai garé la voiture directement derrière une Porsche Macan d'un blanc immaculé et étincelant qui semblait totalement hors de place dans notre quartier de classe moyenne. La maison elle-même ressemblait à une explosion de tulle blanc coûteux. Des rubans d'ivoire importés et des arrangements floraux massifs avaient envahi le porche d'entrée. Avant même que j'atteigne le bas des marches en bois, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Ma mère se tenait là. Ses cheveux étaient teints de cette nuance spécifique de blond de country club coûteux et elle affichait un sourire tendu et agacé. « Arthur, tu as fini par arriver » dit-elle d'une voix dégoulinante de condescendance. Elle m'a fait une accolade raide d'un seul bras qui ressemblait plus à une fouille de sécurité de la TSA qu'à un accueil maternel. Elle s'est reculée et m'a immédiatement dévisagé des pieds à la tête, inspectant mes vêtements.
Je n'ai pas dit un seul mot sur le fait que la veste qu'elle venait d'insulter coûtait plus cher que sa robe de mariée tout entière. J'ai juste fait un signe de tête serrée et sans émotion, et je suis entré dans la maison. L'intérieur sentait intensément la bougie à la vanille et l'anxiété financière profonde. Alors que je descendais le couloir étroit, les souvenirs d'enfance m'ont frappé comme un coup de poing physique à l'estomac. Les murs étaient encore largement recouverts des réalisations médiocres de Julien. Ses trophées de participation de l'école primaire étaient polis et exposés sur des étagères flottantes personnalisées. Ses bulletins scolaires parfaitement moyens étaient encadrés comme des œuvres d'art inestimables de la Renaissance. Il n'y avait pas une seule photo de moi nulle part. Je me suis arrêté brusquement devant l'espace vide sur le mur près du bas de l'escalier. C'était exactement là que j'avais l'habitude de m'asseoir et d'attendre. Je me souvenais très bien de mes 15 ans, tenant un grand ruban bleu de la foire scientifique de l'État. J'avais passé 6 mois éreintants à analyser les nappes phréatiques locales et le ruissellement agricole, un projet d'envergure qui m'avait finalement vu attribuer une bourse académique de l'État. J'étais rentré précipitamment à la maison cet après-midi-là, le cœur battant la chamade d'excitation, impatient de montrer cela à mes parents. Je m'étais assis à cet endroit précis sur le sol et j'avais attendu pendant 3 longues heures. Lorsqu'ils étaient enfin rentrés, riant et portant des sacs de nourriture à emporter, ils étaient passés juste devant moi. Ils étaient allés au match de football junior de Julien. Il était resté assis sur le banc pendant 80 minutes d'affilée sans toucher le ballon une seule fois, mais il lui avait acheté un énorme gâteau de crème glacée personnalisé pour célébrer son incroyable esprit d'équipe. Quand je m'étais finalement levé pour montrer fièrement mon ruban bleu à mon père, il avait juste poussé un lourd soupir, s'était frotté les tempes et m'avait dit de sortir la poubelle de la cuisine parce que je bloquais le couloir et que je faisais désordre. « Arthur, tu vas rester planté là à regarder le mur comme un détraqué ?» Je me suis extirpé de ce sombre souvenir. Julien descendait les escaliers, ressemblant à s'y méprendre à un mannequin de catalogue pour fils à papa prétentieux. Il portait un polo de marque au col relevé. Derrière lui se tenait une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était magnifique, mais d'une manière très artificielle et dangereusement coûteuse. Elle portait des vêtements de marque arborant des logos évidents, des ongles parfaitement manucurés et un sourire éclatant qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux froids et calculateurs. « Arthur » ricana Julien, croisant les bras sur sa poitrine et me regardant de haut depuis la 3e marche. « Content que tu aies pu prendre du temps sur ton emploi du temps rigoureux de collège communautaire. Je sais que ces cours d'introduction à l'anglais peuvent être très difficiles. Voici Serena, ma fiancée. » Serena descendit le reste des marches et me tendit une main ornée d'une bague de fiançailles en diamant qui semblait anormalement et exagérément grande. Quel plaisir incroyable de rencontrer enfin ce mystérieux grand frère. Julien m'a absolument tout dit sur toi. C'est vraiment courageux de ta part de continuer à essayer d'étudier à ton âge. La plupart des gens auraient abandonné depuis longtemps. Je lui ai pris la main. Sa poignée de main était faible, dédaigneuse et moite. Ravi de vous rencontrer également, Serena. J'ai vu la Porsche neuve dehors dans l'allée. Elle est à vous ? Julien a immédiatement bombé le torse comme un paon fier. Serena est une millionnaire autodidacte de la crypto, Arthur. Elle gère un fonds d'investissement décentralisé exclusif basé sur la blockchain. Elle s'est faite toute seule. Nous finalisons d'ailleurs l'achat d'une immense propriété de 5 chambres en banlieue juste après notre retour de lune de miel à Bora Bora. Fonds d'investissement décentralisé basé sur la blockchain. J'ai répété la phrase dans ma tête, goûtant à l'amertume de ces mots. Mon parcours professionnel était profondément ancré dans la science des données complexes. Je concevais littéralement les algorithmes complexes qui détectaient la fraude financière internationale pour gagner ma vie. Je savais reconnaître un salade de mots à la mode pathétique quand j'en entendais une. Fascinant, dis-je calmement, gardant mon visage tout à fait neutre. Sur quelle plateforme d'échange spécifique opérez-vous principalement pour la liquidité ? Le sourire éclatant de Serena vacilla pendant une fraction de seconde. Ce n'était qu'une micro-expression, une infime tension des muscles autour de ses yeux, mais je l'ai capté instantanément. Oh, principalement sur des plateformes privées offshore. Un accès exclusif grâce à mon réseau d'investisseurs fortunés. C'est très complexe, Arthur. Tu ne comprendrais pas vraiment à moins d'être profondément impliqué dans le secteur financier. N'est-ce pas ? Répondit-elle d'un ton calme. Les mathématiques de base peuvent être très compliquées pour certaines personnes, répliquai-je calmement. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon père est sorti brusquement de son bureau à domicile,
tenant une liasse massive de programmes de mariage flambant neufs. Il ne m'a pas salué. Il ne m'a pas posé de questions sur mon vol. Il s'est simplement avancé et m'a fourré la liasse directement contre la poitrine. Apporte ça dans la salle à manger et plie-les exactement au milieu. Garde tes mains propres et ne dérange pas Serena avec tes questions stupides, Arthur. Elle opère à un niveau d'affaires de haut vol que tu ne comprendras jamais de toute ta vie. J'ai pris les programmes. Le manque de respect pur et simple était stupéfiant, mais j'ai ravalé la réponse cinglante et venimeuse qui me brûlait les lèvres. Je suis allé dans la salle à manger pour plier le carton lourd. À travers la porte battante de la cuisine, j'ai aperçu Clara, la planificatrice de mariage professionnel que ma mère avait engagée pour gérer l'événement. Elle semblait complètement dépassée, transpirant à travers son chemisier et se disputant discrètement mais intensément sur son téléphone portable. Soudain, Clara a heurté violemment le cadre de la porte en bois, laissant tomber un épais classeur blanc. Des papiers se s'éparpillèrent sur le parquet. « Laissez-moi vous aider avec ça », dis-je en m'accroupissant immédiatement pour ramasser les documents avant qu'ils ne soient piétinés. « Merci. Je suis tellement stressé en ce moment », murmura Clara en se frottant vigoureusement les tempes pendant que je ramassais une page spécifique. Une ligne de texte rouge et grasse a attiré mon regard exercé. C'était une facture de l'entreprise de traiteurs de luxe qu'ils avaient engagée. Tout en bas de la page, juste sous la section de l'historique des paiements, on pouvait lire en lettres grasses, transaction refusée, fonds insuffisants. Tentative 1. Tentative 2. Tentative 3. La carte de crédit indiquée sur la facture appartenait directement à Serena. J'ai rendu la pile de papier à Clara, en gardant mon expression parfaitement calme. On dirait qu'il y a un léger problème avec le traitement du paiement. Clara a poussé un lourd soupir, jetant un coup d'œil nerveux vers le couloir pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. La carte noire de Serena est refusée partout. Elle dit que tous ses actifs liquides sont temporairement bloqués dans un coffre crypto offshore sécurisé et qu'elle va les liquider demain matin, mais mes fournisseurs de fleurs menacent de quitter le chantier aujourd'hui. Je ne sais honnêtement plus quoi faire. Une prétendue millionnaire de la crypto dont la carte de prestige est refusée pour une simple facture de traiteur. Une femme fortunée conduisant une Porsche Macan flambant neuve, mais incapable de payer une simple composition florale? La partie hautement analytique de mon cerveau s'est mise en marche. Il ne s'agissait pas seulement d'une femme prétentieuse et agaçante qui épousait mon frère gâté. C'était un signal d'alarme ambulant. Je pensais que le pire moment de ce week-end misérable serait d'affronter le comportement toxique de ma famille. Je me trompais lourdement. Plus tard dans la soirée, la maison est devenue étrangement calme. Le couple fiancé était sorti pour une dégustation de vin de luxe exclusive en centre-ville. Je marchais tranquillement dans le couloir sombre pour aller chercher un verre d'eau glacée dans la cuisine quand j'ai entendu des voix basses et paniquées provenant du bureau de mon père. La lourde porte en chêne était entr'ouverte d'un seul pouce, projetant un mince filet de lumière jaune sur le parquet. « Richard, j'ai absolument très peur », chuchotait ma mère d'un ton pressant. Sa voix tremblant d'une manière brute que je ne lui avais jamais connue. Les documents pour la deuxième hypothèque sont enfin arrivés de la banque aujourd'hui. Mais piochés dans tout mon plan de retraite d'entreprise et dans l'héritage de ma mère. Es-tu absolument sûr de toi? Si cet investissement tourne mal, nous perdons cette maison. Nous perdons tout. Je me suis figé. Le sang s'est complètement retiré de mon visage, me laissant glacé. Une deuxième hypothèque. Vider leur compte de retraite. Utiliser l'héritage. Arrête de paniquer comme une enfant, Margaret, trancha mon père d'un ton sec et hargneux. Serena garantit un retour sur investissement de 25% en 6 mois seulement. C'est un groupe de liquidités crypto fermé. Nous mettons $200 000 maintenant en espèces. Nous en retirons un demi-million d'ici Noël. Julien épouse une véritable mine d'or. Nous devons lui montrer que nous sommes des investisseurs sérieux de haut niveau. C'est exactement de cette façon que se construit une véritable richesse générationnelle. Je n'ai pas pensé aux conséquences. J'ai simplement poussé la lourde porte en chêne et je suis entraîné dans la lumière. Mes parents ont sursauté violemment. Une culpabilité pure a traversé leur visage avant que l'expression de mon père ne se durcisse instantanément en une colère noire et absolue. « Est-ce que tu es en train d'espionner nos conversations privées ? Espèce de sournois ingrat. Vous avez contracté une deuxième hypothèque sur votre maison pour donner de l'argent liquide à une femme que vous connaissez à peine depuis 6 mois ? Ai-je exigé, m'avançant plus loin dans la pièce,
ma voix montant d'un cran face à l'incrédulité. Papa, as-tu complètement perdu la tête? Il n'existe pas de rendement garanti de 25% sur aucun marché de la crypto. Ça n'existe pas. C'est une structure classique de chaîne de Ponzi conçue pour voler votre argent. Le visage de mon père a viré au violet foncé. Il a frappé violemment du poing sur son bureau en acajou. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Tu ne sais absolument rien de la façon dont le monde réel fonctionne. Tu es un étudiant raté de 30 ans qui vit de ma charité. Serena est une visionnaire de la finance. Tu es juste incroyablement jaloux parce que ton frère a trouvé une femme belle et accomplie à épouser, alors que tu n'as absolument rien fait de ta vie pathétique. Richard, calme-toi, supplia nerveusement ma mère, avant de tourner son regard acéré directement vers moi. Arthur, tu as toujours été si profondément aigri. Tu ne supportes tout simplement pas de voir Julien heureux et réussir. Serena fait partie de la famille maintenant. Comment peux-tu être si incroyablement cruel et prompt à juger? Cruel? J'essaie de vous empêcher de perdre le toit au-dessus de vos têtes, ai-je réplique en désignant les documents hypothécaires sur le bureau. Laissez-moi examiner les contrats d'investissement. Laissez-moi voir les adresses de portefeuille spécifiques qu'elle utilise pour transférer les fonds. S'il s'agit d'un fonds légitime, la blockchain est entièrement publique. Je peux vérifier la liquidité en 10 minutes sur mon ordinateur portable. Sors d'ici, grogna dangereusement mon père, pointant un doigt tremblant vers la porte. Sors de mon bureau immédiatement. Et si tu dis un seul mot de tout cela à Julien ou Serena, je te le jure devant Dieu, Arthur, j'appellerai mon avocat demain et tu ne verras jamais un seul centime de mon héritage. Tu seras mort pour moi. Je les ai observés pendant un long moment. Ils étaient tellement aveuglés par leur propre cupidité, si désespérément impatients de croire à la grande illusion de la perfection de leur fils prodigue qu'ils marchaient joyeusement vers un gouffre financier. Je me suis détourné et suis sorti sans un mot de plus. Je me suis retiré dans ma chambre d'enfance exiguë et j'ai immédiatement sorti mon ordinateur portable professionnel ultra puissant de ma mallette. Je n'avais pas besoin de leur permission pour chercher la vérité. En moins d'une heure, j'ai contourné les moteurs de recherche classiques et accédé à une série de registres fonciers publics profonds, de registres d'entreprises et de bases de données financières. J'ai recherché le nom complet de Serena. Rien. Zéro résultat. Aucune entreprise enregistrée, aucun fonds d'investissement réglementé, aucun titre de propriété nulle part dans le pays. Qu'en était-il de la coûteuse Porsche dans l'allée? Une simple recherche de plaque d'immatriculation par l'intermédiaire d'un contact que j'avais dans le secteur des assurances a confirmé ma pire suspicion. Il s'agissait d'une location de luxe à court terme souscrite sous un faux compte d'entreprise qui était actuellement signalé pour non-paiement. On a frappé doucement et de manière hésitante à la porte de ma chambre. C'était mon oncle Thomas, le frère aîné de ma mère. C'était la seule personne de toute cette famille toxique à m'avoir toujours traité comme un être humain normal. Il est entré en tenant 2 tasses de café noir, le visage profondément marqué par une inquiétude sincère. J'ai entendu les cris en bas, dit doucement Thomas en me tendant une tasse chaude. Tu as essayé de les mettre en garde pour l'argent, n'est-ce pas? Ils lui ont donné tout ce qu'ils ont. L'oncle Tommy, l'équité de la maison, le fonds d'études, les comptes de retraite. C'est une arnaque massive. Thomas soupira lourdement, s'asseyant lentement sur le bord de mon lit étroit. J'ai essayé de le dire à ton père têtu la semaine dernière. J'ai remarqué qu'elle évitait habilement chaque question financière précise que je lui posais au dîner. Mais Richard est un homme profondément fier et arrogant. Il préférerait de loin tout perdre plutôt que d'admettre que son fils prodige a commis une erreur catastrophique. Thomas s'est penché pour regarder de près l'écran de mon ordinateur portable. Des lignes de données complexes, des journaux de suivi d'adresses IP et des registres financiers cryptés étaient ouverts. Il a haussé un sourcil de surprise. Cela ne ressemble pas à des devoirs de collège communautaire, Arthur. Je l'ai regardé et, pour la première fois en 10 ans, j'ai dit la vérité absolue à un membre de ma famille biologique. Ce ne sont pas des devoirs. Je suis un cadre en analyse de données, oncle Tommy. Je conçois des systèmes que traque la fraude numérique pour gagner ma vie. Je gagne plus d'argent en un seul mois que mon père n'en gagne en une année entière. Thomas m'a dévisagé dans un silence stupéfait. Puis, un sourire lent et incroyablement sincère s'est dessiné sur son visage fatigué. J'ai toujours su que tu étais destiné à de grandes choses, mon grand. Tu as survécu à leur folie. Mais que allons-nous faire exactement face à ce désastre?
Je dois retracer sa véritable identité numérique, dis-je, mes doigts s'activant rapidement sur le clavier. C'est alors que la porte de ma chambre s'est ouverte toute grande, sans frapper. C'était Lucas, mon cousin plus âgé. C'était le fils de l'oncle Thomas, un type qui semblait toujours amical en apparence, mais qui avait une soif désespérée et téméraire d'argent facile. « Salut, vieux », dit Lucas d'un ton mielleux, regardant attentivement entre son père et moi. « Je vous ai entendu parler dans le couloir. »« Ah, tu penses vraiment que Serena est une imposture ?» Honnêtement, j'ai eu de sérieux doutes moi aussi. Elle a promis de me faire entrer dès le départ dans son nouveau lancement de jetons la semaine prochaine si je lui donnais 10 000 $ en espèces. Est-ce que je devrais me retirer? Montre-moi ce que tu as trouvé jusqu'ici. J'ai hésité une seconde, mais Lucas jouait parfaitement le rôle du membre de la famille inquiet. J'ai tourné légèrement l'écran de l'ordinateur portable, lui montrant le contrat de location de la Porsche et les registres d'entreprise complètement vides. Elle n'existe nulle part sur le papier. Lucas, quel que soit l'argent que tu lui as donné, réclame-le immédiatement ou appelle la police. Lucas parut sincèrement choqué, les yeux écarquillés. Waouh. D'accord, merci du tuyau, mon vieux. Je vais appeler ma banque immédiatement pour bloquer le virement. Il s'est retourné et s'est empressé de sortir de la pièce. Je me suis remis au travail, plongeant plus profondément dans le réseau. Vers 2 heures du matin, en utilisant un logiciel avancé de reconnaissance faciale qui scannait des forums obscurs de survivants d'arnaque, j'ai enfin trouvé une correspondance directe. Serena n'était pas Serena. Son véritable nom légal était Elena Vance, et elle avait un très long historique documenté de ce genre d'agissement sur de multiples forums. J'ai ressenti un élan de triomphe massif. J'avais la preuve irréfutable, mais soudain, mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était un numéro masqué anonyme, mais le message texte m'a glacé le sang instantanément. Arrête de fouiller dans mon passé, Arthur. Tu es en train de gâcher le bonheur de ta famille. Lucas m'a montré tout ce que tu as. Mêle-toi de tes affaires et retourne à tes études où je convaincrai ton père que tu essaies de me soutirer de l'argent et je te ferai arrêter. Lucas, mon propre cousin, n'était pas allé appeler sa banque pour annuler un virement. Il était allé directement voir Serena pour la prévenir, essayant probablement de tirer parti de mes informations pour garantir son propre faux paiement. La trahison m'a piqué au vif, un rappel brutal que dans cette famille, la loyauté était toujours à vendre au plus offrant. Serena savait que j'avais percé son jeu. La tempête était officiellement là, et elle allait tout détruire sur son passage. Le lendemain matin, l'atmosphère à l'intérieur de la maison était absolument étouffante. La tension était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Serena était déjà réveillée, jouant à la perfection le rôle de la parfaite victime blessée. Quand je suis entré dans la cuisine pour me verser une tasse de café, elle a sursauté de façon théâtrale, a laissé tomber sa cuillère et s'est blottie contre le torse de Julien, feignant de trembler. Mon père m'a jeté un regard noir depuis l'autre côté de l'îlot de cuisine, comme si j'étais un criminel condamné qui venait de s'introduire par effraction. Lucas était assis en silence au bout de la table, refusant lâchement de croiser mon regard, sirotant son jus d'orange comme s'il ne m'avait pas vendu quelques heures auparavant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Arthur me déteste autant, chuchota Serena d'une voix forte, écrasant une larme hautement calculée qui coulait sur sa joue parfaitement poudrée. J'ai tellement essayé de l'accueillir dans nos vies. Ne t'inquiète pas pour lui, mon cœur, dit Julien d'un ton agressif, en embrassant tendrement son front. Il m'a lancé un regard venimeux et plein de haine. Arthur est juste un raté aigri et solitaire qui en veut à la terre entière. Si tu lui adresses encore un seul mot irrespectueux, Arthur, je te le jure devant Dieu, je te casse la mâchoire ici même dans la cuisine. Je n'ai pas répondu à ces menaces puériles. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement versé mon café noir dans un silence total, le visage de marbre. Qu'ils jouent leur petite pièce de théâtre. Qu'ils se bercent de leurs mensonges confortables. J'avais un travail sérieux à faire et je n'allais pas gaspiller mon énergie à crier contre des murs de briques. J'ai quitté la maison sans manger et j'ai conduit ma voiture de location jusqu'à un restaurant local de banlieue un peu délabré. C'était un endroit déprimant avec des banquettes en vinyle rouge craquelé, des néons clignotants et une forte odeur de graisse rance. J'avais organisé une réunion très importante. Une femme nommée Sarah m'attendait dans la cabine du fond. J'avais trouvé ses coordonnées au plus profond de l'un des forums de survivants d'arnaque la veille au soir. Elle avait l'air incroyablement épuisée, ses yeux portant une tristesse profonde et lourde qui la vieillissait au-delà de son âge.
Je me suis approché, je me suis assis en face d'elle et j'ai commandé 2 cafés noirs à la serveuse. Sarah, je m'appelle Arthur. Merci infiniment d'avoir accepté de me rencontrer avec un si court préavis. Elle serrait sa lourde tasse en céramique de ses mains tremblantes, regardant autour d'elle avec nervosité. Vous avez dit au téléphone que vous connaissiez Elena. Elle se fait appeler Serena maintenant. Oui, ai-je confirmé doucement. Elle épouse mon jeune frère dans exactement 3 jours. Mes parents viennent de lui confier toutes leurs économies, l'équité de leur maison et leur fonds de retraite. Sarah a laissé échapper un soupir amer et saccadé qui ressemblait presque à un sanglot. C'est exactement son mode opératoire. C'est exactement ce qu'elle fait. Il y a 2 ans, elle était fiancée à mon jeune frère. Elle se faisait appeler Chloé à l'époque. Elle était si charmante. Elle a convaincu mes parents âgés d'investir massivement dans une prétendue opération immobilière commerciale qu'elle gérait. Elle a pris $80 000 directement du fonds de retraite de mes parents et elle a pris $20 000 de mes propres économies. 3 jours avant la cérémonie du mariage, elle a complètement disparu. Elle a vidé tous les comptes bancaires joints, a bloqué tous nos numéros de téléphone et s'est volatilisée dans la nature. Nous avons essayé de la poursuivre en justice dans le cadre d'un procès civil d'envergure, mais elle avait brillamment configuré cela comme un cadeau volontaire dans les documents juridiques qu'elle leur avait fait signer. Nous n'avions absolument aucun recours légal. Elle a complètement détruit ma famille. Arthur, mes parents ont divorcé à cause du stress financier, et ils ne se sont plus parlé, ni à moi, depuis 1 an. Le mariage ressemblait à des funérailles. J'ai écouté attentivement, sentant un œuf froid et dur de pure colère se former au fond de mon estomac. Il ne s'agissait pas d'une simple cupidité de base. C'était une véritable guerre psychologique prédatrice. Elle ciblait intentionnellement des personnes vulnérables et arrogantes, flattait agressivement leurs égos démesurés, vidait leurs comptes bancaires et les laissait brûler dans les cendres de leur vie ruinée. « Avez-vous les rapports de police ?» ai-je demandé doucement en me penchant en avant. Les relevés bancaires, les documents du procès qui a échoué. Sarah a plongé lentement la main dans son sac en toile usé et a fait glisser un dossier cartonné épais et lourd sur la table collante. J'ai tout. Chaque mensonge, chaque transaction bancaire, chaque faux email. Mais Arthur, tu devais comprendre une chose. Ta famille ne t'écoutera pas. Les gens comme tes parents, les gens avec autant d'orgueil. Ils veulent désespérément être dupés. Il est tellement plus facile pour eux de t'attaquer plutôt que d'admettre qu'ils se sont trompés et qu'ils se sont fait escroquer. Je sais, dis-je doucement, posant ma main fermement sur le dossier lourd. Il semblait incroyablement lourd, chargé de munitions explosives sur le point de faire sauter toute la structure de ma famille. Mais je n'essaie plus de sauver leur fierté. J'essaie juste d'empêcher un prédateur de ruiner d'autres vies. J'ai remercié Sarah, payé les cafés et suis retourné à la maison. Le dîner de répétition officiel était prévu ce soir-là dans notre jardin. L'entreprise de traiteurs de luxe avait enfin été payée. Sans doute en utilisant l'argent de la 2e hypothèque fraîchement déposée que mes parents avaient bêtement remis à Serena le matin même. Quand je suis arrivé au coucher du soleil, le jardin était complètement métamorphosé. Des guirlandes lumineuses coûteuses pendaient des arbres, des nappes sur mesure drapaient les tables et une douce musique de jazz s'échappait de haut-parleurs dissimulés. Mon père faisait la cour près du patio, un verre de scotch à la main, se vantant bruyamment auprès des voisins du portefeuille crypto massif de sa brillante nouvelle belle-fille. Julien et Serena riaient de bon cœur, tenant des flûtes de champagne en cristal et posant pour des photos. Lucas tournait autour d'eux comme un chiot avide et pathétique, attendant des miettes. Je me tenais silencieusement dans l'ombre obscure du bord du patio, serrant fermement l'épais dossier cartonné contre mon flanc. La longue et douloureuse époque où j'étais le fils silencieux, invisible et maltraité était officiellement révolue. Je les ai regardés trinquer à leur fausse richesse et à leur bonheur factice et fragile. Ils m'avaient dépouillé de ma dignité de manière agressive pendant 20 ans. Ils avaient menacé mes études et mon avenir. Ils s'étaient moqués de mon existence même. J'ai serré le dossier jusqu'à ce que mes articulations deviennent d'un blanc blafard. Je suis sorti de l'ombre protectrice et me suis dirigé directement vers le centre du patio brillamment éclairé. En plein milieu de leur fête parfaite. Je pensais bêtement que le plus dur de ce parcours était derrière moi. Je pensais que présenter les preuves concrètes ouvrirait enfin leurs yeux et mettrait fin au cauchemar. Je me trompais si lourdement et si dangereusement. L'air de la soirée était épais, lourd et tout à fait étouffant, bien que cela ait pu être simplement l'atmosphère de la maison de mon enfance qui se refermait sur ma gorge.
Je me tenais silencieusement dans les ombres sombres et non éclairées au bord du patio du jardin. L'écorce rugueuse du grand chêne pressait contre mon omoplate. Dans mes mains, je serrais fermement l'épais dossier cartonné. Le papier lourd ressemblait à une arme chargée. Mes articulations étaient d'un blanc de craie sous la faible lumière ambiante. J'ai observé la scène qui se déroulait devant moi avec le calcul froid et détaché d'un homme évaluant un système profondément défaillant. On aurait dit le décor d'une pièce de théâtre de banlieue terrible, incroyablement chère et profondément tragique. Les guirlandes lumineuses sur lesquelles ma mère avait insisté pour les suspendre aux branches massives du chêne projetaient une lueur douce, dorée et trompeusement chaleureuse sur les nappes de lin de luxe louées. Un trio de jazz professionnel, engagé spécifiquement à un tarif horaire exorbitant pour impressionner nos voisins curieux et profondément critiques, jouait doucement dans le coin le plus éloigné de la pelouse tondue. Le personnel du traiteur de luxe, vêtu de chemises blanches impeccables et de gilets noirs, se déplaçait silencieusement et avec fluidité parmi les invités inconscients, distribuant des flûtes de champagne en cristal et des hors-d'œuvre délicats. C'était l'image absolument parfaite de la richesse de la banlieue américaine, de la stabilité et du succès générationnel. C'était aussi un mensonge complet, dévastateur et entièrement fabriqué. J'ai regardé mon père faire le beau près du coûteux bar extérieur. Il tenait un lourd verre de scotch haut de gamme dans une main. Son visage était rouge d'un mélange d'alcool et d'orgueil arrogant et incontrôlé. Il parlait incroyablement fort, s'assurant clairement que sa voix portait au-dessus de la douce musique de jazz. Il avait acculé M. Henderson, le président notoirement strict de l'association locale des copropriétaires, et se vantait sans fin du fonds d'investissement décentralisé basé sur la blockchain de Serena, qui était complètement fictif. Mon père lançait des termes financiers complexes qu'il ne comprenait manifestement pas, comme des poules de liquidité, des contrats intelligents, des organisations autonomes décentralisées. Agissant comme s'il avait assuré à lui seul la dynastie financière de notre famille pour les 5 prochaines générations. Il se vantait littéralement de l'héritage massif qu'il allait laisser derrière lui, un héritage qui était actuellement drainé vers un compte offshore intraçable. Près du brasero à gaz coûteux récemment installé, Julian et Serena se tenaient ensemble, riant aux éclats d'une plaisanterie que quelqu'un venait de faire. Serena portait une robe de soie de marque qui épousait sa silhouette, s'appuyant doucement sur l'épaule de Julian. Elle jouait le rôle exigeant de la fiancée adorée, incroyablement riche et accomplie, de manière absolument impeccable. Et juste derrière eux, planant aux abords du cercle principal de conversation comme un chien errant affamé et désespéré attendant les restes de table jetés, se tenait mon cousin plus âgé, Lucas. Il hochait la tête avec enthousiasme à tout ce que disait Serena, rêvant manifestement au faux jeton de crypto qu'elle lui avait promis en échange de sa loyauté totale et de ses $10 000. Ils étaient tous si incroyablement, à en vomir, satisfaits d'eux-mêmes. Ils avaient passé 20 longues et douloureuses années à me rabaisser plus bas que terre, à me faire me sentir tout petit et à me priver agressivement de toute affection parentale ou de respect élémentaire. Tout cela pour construire cette illusion absolue de la famille parfaite. Et maintenant, ils avaient littéralement hypothéqué leur avenir, mis en péril leur survie même et remis toutes les économies de leur vie à une femme qui n'existait même sur aucun papier légal aux États-Unis. J'ai pris une inspiration lente et profonde, laissant l'air frais et humide de la nuit remplir complètement mes poumons. La longue et angoissante époque où j'étais le fils silencieux, invisible et maltraité sur le plan émotionnel était officiellement révolue. Je suis sorti de l'obscurité rassurante des ombres et j'ai marché directement, d'un pas déterminé, vers le centre brillamment éclairé du patio. Le bruit sourd de mes chaussures de ville en cuir coûteuses sur les dalles de pierre a immédiatement attiré l'attention de mon père. Il s'est arrêté de parler au milieu de sa phrase. Le sourire arrogant et fier a disparu instantanément de son visage rouge dès qu'il m'a vu approcher du groupe. Il s'est rapidement excusé auprès d'un monsieur Henderson profondément confus, a posé son verre de scotch sur le bar extérieur avec un bruit sec et s'est dirigé agressivement vers moi. Ses yeux s'étaient rétrécis en de minces fentes de pur et simple mépris. « Qu'est-ce que tu t'imagines faire ici, Arthur ?» s'est écrié mon père entre ses dents, s'approchant de mon espace personnel et saisissant mon bras d'une poigne douloureuse qui me laisserait des bleus. « Je t'ai spécifiquement dit de rester à l'intérieur de la maison, hors de vue. Tu gâches complètement l'esthétique haut de gamme de la soirée. Regarde-toi. On dirait un croque-mort fauché et déprimé. Retourne dans ta chambre d'enfance immédiatement avant de faire honte à ton frère devant les membres du conseil d'administration du country club. » Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. J'ai levé calmement ma main libre et j'ai décollé lentement, délibérément, ses doigts épais de ma veste de costume, un par un. Je n'ai pas rompu le contact visuel une seule microseconde. Nous devons avoir une conversation, papa.
Tous ensemble, à l'intérieur de la maison, tout de suite, dis-je d'une voix totalement neutre et dépourvue de toute chaleur. Il n'est absolument pas question que je fasse cela avec toi ce soir, Arthur, grogna-t-il, son visage virant à un rouge cramoisi dangereux. C'est la soirée spéciale de Julian. Ne fais pas une scène ridicule devant mes amis. Ce n'est pas moi qui fais une scène, répondis-je d'une voix ferme, froide et totalement vide de la peur qu'il avait tant l'habitude de voir dans mes yeux. Mais je te le promets, si tu n'amènes pas Julian, Serena et ma mère dans le salon à la seconde même, je monterai sur cette table de traiteur très chère, je prendrai un micro du groupe de jazz et je lirai le contenu de ce dossier juridique à chaque personne présente dans ce jardin. C'est entièrement ton choix. Décide-toi. Mon père a baissé les yeux vers le dossier cartonné lourd dans ma main. Il a regardé mes articulations blanchies par la force de ma poigne. Puis il a plongé son regard dans mon visage. Il a dû y voir quelque chose de tout à fait inhabituel, de profondément terrifiant et d'inflexible, car il a fait un pas en arrière physique. Sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Sans dire un mot de plus, il s'est retourné brusquement et a fait un signe agressif à ma mère à l'autre bout du jardin, lui indiquant la porte arrière. En l'espace de 3 minutes extrêmement tendues, nous nous sommes retrouvés tous les 5, y compris Lucas qui avait suivi nerveusement Julian et Serena comme une ombre, debout dans le salon faiblement éclairé et d'un calme étouffant, bien loin des regards indiscrets des invités de la fête. Quelle est la signification de cette perturbation, exigea ma mère dès que la porte coulissante en verre se referma avec un déclic. Elle lissait agressivement le devant de sa robe de cocktail coûteuse, sa poitrine se soulevant sous le coup d'une indignation feinte. Arthur, tu te comportes d'une manière incroyablement égoïste. Les Henderson sont là-bas. Tout le conseil d'administration du country club est là-bas. Nous avons une réputation irréprochable à maintenir dans ce quartier. Julian croisa lourdement les bras sur sa poitrine, se tenant de manière rigide et protectrice devant Serena. Dis ce que tu as à dire de stupide et de jaloux et fiche le camp de notre vue, Arthur. Nous avons un mariage de luxe à célébrer et tu gâches l'ambiance. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas répondu à leur énergie chaotique et agressive. Je me suis simplement avancé lentement vers la lourde table basse en verre au centre de la pièce et j'ai jeté le dossier cartonné directement dessus. Le claquement sec et fort du papier lourd frappant le verre a résonné violemment dans la pièce silencieuse. Cette femme ne s'appelle pas Serena, dis-je calmement, pointant un doigt ferme et stable directement vers la femme qui se cachait derrière mon frère. Le salon devint d'un silence de mort, terrifiant. Les mains parfaitement manucurées de Serena ont frémi. Ses yeux se sont agrandis sous le coup d'un véritable choc, mais elle a immédiatement retrouvé sa contenance, pressant sa main de manière dramatique et délicate contre sa poitrine comme si je venais de la frapper physiquement. « Arthur, de quoi parles-tu au juste ? Est-ce que ça va ? Est-ce que tu as bu ?» demanda Serena, sa voix tremblant d'une inquiétude parfaitement jouée mais totalement feinte. Son véritable nom légal est Helena Vance, continuai-je, ignorant complètement sa performance théâtrale et fixant mon regard directement sur mon père. Elle ne gère pas de fonds d'investissement décentralisé basé sur la blockchain. Elle ne possède pas le moindre bien immobilier commercial. Elle ne possède pas de domaine de 5 chambres en banlieue. La Porsche Macan blanche actuellement garée dans votre allée est une location de luxe à court terme obtenue sous une fausse société à responsabilité limitée, et elle est actuellement signalée dans la base de données nationale pour défaut de paiement majeur. C'est un mensonge de psychopathe complet, hurla Julian de toutes ses forces, faisant un pas agressif vers moi, ses poings serrés sur les côtés. Tu es juste tellement jaloux. Tu es un raté pathétique, fauché et misérable qui invente des conneries parce que tu ne peux pas supporter le fait que je réussis brillamment et que j'épouse la femme de mes rêves. Je me suis penché calmement en avant, j'ai ouvert le dossier lourd et j'ai délibérément étalé les documents indéniables sur la table basse en verre comme un croupier distribuant une main gagnante. Regarde les véritables documents juridiques, Julian, ordonnai-je, ma voix coupant court à sa crise de colère. Mon père a baissé les yeux vers la pile terrifiante de papiers éparpillés sur la table en verre pendant une fraction de seconde effrayante. J'ai vu une panique pure et simple traverser ses yeux sombres. La vérité brute le regardait en face. Les dates correspondaient parfaitement. La chronologie correspondait. Les photographies jointes correspondaient. Les numéros de routage financier correspondaient aux comptes exacts vers lesquels il avait transféré les économies de sa vie. Mais alors, Serena a lancé son protocole de secours. Elle s'est mise à pleurer. Ce fut une performance magistrale, profondément manipulatrice et digne des Oscars.
Elle a laissé échapper un sanglot étouffé et désespéré, ses genoux fléchissant légèrement tandis qu'elle enfouissait son visage profondément dans l'épaule large de Julian. « Julian, s'il te plaît, dis-lui d'arrêter », gémissait-elle, sa voix se brisant sous une dévastation fabriquée. « Il essaie de nous détruire. Ton cousin Lucas m'a prévenu de cela hier soir. Il m'a dit qu'Arthur était dangereusement et violemment obsédé par moi et qu'il essayait activement de me piéger parce qu'il était amoureux de moi. » J'ai tourné lentement la tête et j'ai planté mes yeux dans ceux de Lucas. Il a reculé violemment contre le mur du salon, le visage complètement blême, absolument incapable de soutenir mon regard calme. « Tu l'as prévenu, dis-je froidement, le dégoût s'entendant clairement dans ma voix. Tu as activement vendu ta propre famille. Tu as laissé ta tante et ton oncle courir droit vers un massacre financier pour une promesse pathétique de faux jetons de crypto. J'essayais juste de préserver la paix de la famille, bafouilla Lucas pour se défendre, en levant les mains. Tu te comportais d'une manière complètement folle, Arthur. Tu fouillais dans des choses qui ne te regardaient pas, ma mère a poussé un soupir théâtral, serrant son collier de perles et saisissant le bras de mon père pour s'appuyer. Richard, est-ce que tu entends cette folie absolue? Arthur est complètement délirant. Il a malicieusement fabriqué tous ces faux documents juridiques juste pour gâcher la journée spéciale de son frère. C'est de la jalousie psychotique pure et simple. Il a complètement perdu la tête. Je n'ai pas fabriqué une seule feuille de papier sur cette table, déclarai-je fermement, tapotant le rapport de police officiel de mon index. Appelez le commissariat local indiqué tout en haut. Demandez à parler directement au détective Miller. Donnez-lui ce numéro de dossier précis. Il vous faudra exactement 2 minutes pour vérifier chaque mot de ce que je viens de dire. Mais ils n'ont pas sorti leur téléphone portable coûteux. Ils n'ont même pas regardé de près les papiers sur la table. Le visage de mon père est rapidement passé d'un bref moment de panique à une rage arrogante et aveugle. Il ne pouvait tout simplement pas accepter le fait qu'il s'était fait arnaquer par un joli visage. Il ne pouvait pas accepter que son fils prodige, le fils qu'il vénérait, soit un imbécile arrogant et crédule. Il était infiniment plus facile de détruire psychologiquement le fils bouc émissaire que d'affronter le monstre terrifiant qui se tenait dans la pièce. « Tu es complètement malade dans ta tête », dit mon père, sa voix tremblant de colère sous le coup d'une fureur incontrôlée. Il s'avança agressivement et me poussa violemment au milieu de la poitrine avec ses 2 mains. « Tu es un parasite, Arthur. Tu as été une déception immense et lourde depuis le jour même de ta naissance dans cette famille. Tu es resté assis dans tes petits cours de collège communautaire pendant 10 misérables années, vivant de mon argent durement gagné et de ma charité infinie. Et c'est exactement de cette façon que tu nous remercies? En essayant de piéger cette femme belle, accomplie et riche simplement parce que tu es un raté en tant qu'homme. Papa, j'essaie littéralement de te sauver d'une faillite financière totale et d'une ruine absolue, dis-je, en restant ferme sur mes appuis, refusant de me laisser intimider physiquement. Je te coupe les vivres pour toujours, hurla mon père, de la salive jaillissant de ses lèvres tremblantes. J'appelle la banque demain matin à la 1re heure. Ton argent de scolarité est supprimé. Ton argent de loyer est supprimé. Tu es complètement exclu légalement de mon testament. Tu ne verras jamais un seul centime de mon héritage. Je veux que tu fasses tes valises de pacotille. Sors de ma maison ce soir, et je ne veux plus jamais revoir ton visage à aucun Thanksgiving, enterrement ou fête de famille. Julian me lança un regard plein de haine, serrant son bras de manière protectrice autour de la taille de Serena. Tu l'as entendu, espèce de raté fauché. Fiche le camp de chez nous avant que j'appelle les flics et que je te fasse arrêter pour violation de domicile. J'ai regardé de près leur visage, défensif, dédaigneux, complètement et totalement bercé d'illusions. Ils ne voulaient pas de la vérité brute. Ils voulaient désespérément cette fiction brillante, coûteuse et confortable qui faisait de Julian un prince accompli et de Serena une reine fortunée. Ils voulaient rester endormis dans leur lit douillet pendant que leur maison brûlait tout autour d'eux. Et à ce moment précis, quelque chose s'est brisé profondément dans ma poitrine. Le dernier fil ténu de l'obligation familiale, la dernière lueur d'espoir que j'avais pour cette famille toxique s'est dissoute dans le néant absolu. J'ai compris qu'il n'y avait aucun moyen de sauver des gens qui luttaient agressivement pour se noyer. Ils devaient brûler. Le silence étouffant dans le salon était incroyablement lourd, seulement rompu par les reniflements fins et calculés de Serena et le son lointain et étouffé du groupe de jazz qui continuait à jouer une musique joyeuse dans le jardin. Mon père se tenait très droit. Sa poitrine était bombée agressivement, attendant avec impatience que je m'effondre complètement. Il attendait désespérément que je pleure, que je m'excuse abondamment,
que je le supplie à genoux de ne pas supprimer mes frais de scolarité de collège communautaire et mon allocation mensuelle de loyer. Il voulait que je tombe au sol et que je me soumette entièrement à son autorité absolue, tout comme je l'avais fait lorsque j'étais un adolescent terrifié et impuissant vivant sous son toit tyrannique. Au lieu de pleurer, je me suis mis à rire. Ce n'était pas un rire hystérique ou dément. C'était un rire profond, résonnant, sincèrement et profondément amusé qui a retenti bruyamment sous le haut plafond voûté du salon. J'ai rejeté la tête en arrière et j'ai ri ouvertement de l'absurdité absolue et stupéfiante de toute la situation. J'ai ri de leur arrogance. J'ai ri de leur bêtise aveugle. Ma mère a reculé violemment, comme si je l'avais frappée physiquement au visage. « Qu'est-ce qui est si drôle, espèce de psychopathe ? Est-ce que tu as complètement perdu la tête ?» Je me suis arrêté lentement de rire. J'ai laissé mon visage se figer dans un masque de pierre froid et inflexible. J'ai maintenu un contact visuel ininterrompu avec mon père tout en glissant lentement ma main dans la poche de poitrine intérieure de ma veste de costume sur mesure. Mon père a sursauté légèrement, pensant peut-être que je cherchais une arme. Mais j'ai simplement sorti mon portefeuille en cuir noir, épuré et minimaliste. « Tu vas me couper les vivres pour mes études ?» demandai-je doucement, ma voix totalement dépourvue de chaleur, dotée d'un tranchant dangereux. « Tu vas me supprimer ces pathétiques $300 par mois que tu m'envoies ? Cette somme dérisoire que tu brandis au-dessus de ma tête chaque jour comme une arme chargée ?» J'ai délibérément sorti une liasse épaisse de cartes de visite de prestige gaufrées d'or et je les ai jetées nonchalamment sur la table basse en verre, juste à côté des rapports de police éparpillés. « Prends une, papa. Prends-la et lis-la à haute voix pour toute la pièce. » Mon père me fixa avec une haine pure, refusant obstinément de bouger d'un pouce. Julien, cependant, poussé par sa propre curiosité arrogante et insatiable, s'empara de l'une des lourdes cartes sur la table en verre. Il baissa les yeux vers elle, son front se plissant profondément sous l'effet d'une profonde confusion alors que son cerveau luttait pour assimiler les mots imprimés dans une encre coûteuse. Arthur Reynolds, lut lentement Julien, sa voix perdant un peu de son assurance agressive. Directeur de l'analyse des produits, Tech Fusion Global. Julien leva les yeux, ricanant bruyamment, bien que ses yeux s'agitent nerveusement. Je l'ai complètement ignoré. J'ai plongé à nouveau la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone portable personnel. J'ai rapidement contourné mon écran de verrouillage biométrique, ouvert mon application bancaire cryptée et hautement sécurisée, et j'ai projeté l'écran de mon téléphone directement sur l'immense téléviseur connecté de 70 pouces fixé au mur du salon derrière eux. Le grand écran s'est allumé d'un bleu éclatant, puis, en chiffres d'une netteté indéniable, le solde de mon compte courant principal est apparu aux yeux de toute la pièce. C'était un montant colossal à 6 chiffres, et ce n'était que l'argent liquide disponible sur mon compte courant quotidien. Cela n'incluait pas mes portefeuilles d'investissement, mes capitaux immobiliers ou mes options d'achat d'actions d'entreprise. Ma mère a trébuché physiquement vers l'arrière, ses talons au coûteux se prenant dans le tapis perçant. Sa main s'est portée violemment sur sa bouche. Quoi ? À qui appartient ce compte ? Quel est ce montant ? C'est mon argent liquide, dis-je clairement, ma voix résonnant d'une autorité absolue et indéniable. Je n'ai pas fabriqué ces cartes de visite de luxe, Julien. Et je n'ai pas non plus passé un seul jour de ma vie dans un collège communautaire. Il y a 10 ans, quand vous m'avez assis tous les deux à la table de la cuisine pour me dire qu'il m'était absolument interdit d'accepter ma bourse d'études complète à l'université de Chicago parce que cela blesserait le fragile et pathétique petit ego de Julien. J'ai fabriqué mes papiers d'inscription locaux. J'ai imprimé de faux horaires de cours. J'ai fait mes valises au milieu de la nuit. J'ai déménagé à Chicago. J'ai accepté ma bourse. Et j'ai obtenu mon diplôme avec la mention summa cum laude en sciences des données, au sommet absolu de ma promotion. Je suis entièrement et à 100% autonome financièrement depuis le jour de mes 18 ans. Le visage de mon père devint rapidement et violemment blême. Il fixa les chiffres massifs qui brillaient sur l'écran de télévision, son cerveau essayant désespérément, frénétiquement, de traiter l'effondrement catastrophique et instantané de sa vision du monde arrogante. Il ouvrit la bouche, la referma et l'ouvrit de nouveau. C'est complètement impossible. Tu nous mens. Tu es un étudiant fauché. Tu as toujours été un raté. Vraiment, le défiai-je en m'approchant de lui. J'ai ouvert mes contacts téléphoniques, j'ai fait défiler l'écran, j'ai trouvé le numéro de téléphone personnel direct de mon PDG et j'ai lancé l'appel. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai monté le volume au maximum pour que la tonalité résonne dans le salon silencieux.
Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix grave, hautement autoritaire et de commandement ne réponde. « Arthur, il est tard pour un week-end. » Qu'est-ce qui se passe? Avons-nous des problèmes critiques avec la migration du serveur européen? No, Marcus. Je suis incroyablement désolé de t'appeler si tard un samedi, dis-je calmement, gardant mes yeux fixés sur le visage blême de mon père. J'avais juste besoin de confirmer rapidement mon statut professionnel pour une affaire de famille compliquée. Pourrais-tu s'il te plaît dire à mon père quel est mon poste actuel dans ton entreprise? Il y eut une brève pause hautement calculée sur la ligne. Marcus, en requin de la finance impitoyable et brillant qu'il était, a instantanément perçu la lourde tension dans ma voix. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement joué le jeu. Certainement, fit retentir la voix de Marcus à travers le haut-parleur. Monsieur Reynolds, votre fils est mon directeur principal de l'analyse des produits. Il supervise personnellement un département hautement spécialisé de 40 ingénieurs d'élite et dirige actuellement un déploiement de logiciels de 30 millions de dollars pour notre division européenne. Il est sans aucun doute l'un des cadres les plus brillants et les plus compétents que j'ai jamais embauchés de toute ma carrière. À vrai dire, je lui verse un salaire de base massif à 6 chiffres ainsi que d'importantes options d'achat d'actions simplement pour m'assurer que nos concurrents ne me le volent pas. Y a-t-il un problème concernant son emploi? Aucun problème, Marcus. Merci pour ton temps. On se voit au bureau lundi matin. J'ai raccroché. Le bip sec de la ligne qui se déconnectait a résonné exactement comme un coup de feu dans le salon parfaitement silencieux. J'ai regardé lentement ma famille. Leur visage était un chef-d'œuvre de choc profond, d'horreur intense et d'un embarras paralysant qui ébranlait leur monde. Le fils invisible, pathétique et maltraité qu'ils avaient traité comme un moins que rien pendant 2 décennies se tenait là, au milieu de leur salon, complètement insensible à leurs menaces financières dérisoires, infiniment plus riches. Infiniment plus d'intelligents et infiniment plus accomplis qu'ils ne pourraient jamais rêver de l'être de toute leur vie. J'ai tourné mon regard froid directement vers Serena. Ses larmes théâtrales s'étaient instantanément et magiquement taries. Sa mâchoire était légèrement pendante, ses yeux allant et venant rapidement et frénétiquement entre l'écran de télévision allumé et mon visage. Elle comprit avec une clarté horrifiée et absolue qu'elle venait de tenter de mener une escroquerie financière de bas étage sur un homme qui concevait littéralement des algorithmes antifraude complexes pour des multinationales technologiques. Elle avait ciblé la mauvaise famille et elle venait de se faire attraper par le prédateur suprême de la pièce. Tu, bafouilla ma mère, de vraies larmes perlant désormais dans ses yeux, mais c'étaient des larmes lourdes de profonde humiliation, et non de tristesse. Tu nous as activement menti pendant 10 ans. Tu nous as laissé penser que tu luttais pour survivre. Tu nous as laissé t'envoyer 3 cents $ par mois. Comment as-tu pu être si incroyablement cruel et vindicatif? Cruel? Répliquai-je, ma voix s'élevant enfin, chargée du poids lourd et sombre de 20 ans de colère et de traumatisme complètement réprimés. Vous avez systématiquement ignoré mon existence tout entière. Vous m'avez laissé assis sur le sol froid à vous attendre pendant que vous célébriez sans cesse la médiocrité infinie de Julian. Vous m'avez regardé dans les yeux pour me dire que je n'avais pas le droit de réussir. Je n'avais pas le droit d'être intelligent parce que cela le rendrait triste. Vous avez activement essayé de saboter mon avenir pour protéger son ego fragile. Vous lui avez absolument tout donné. Vous lui avez donné le fonds d'études, les voitures, les éloges, et vous m'avez laissé les miettes sur le sol. Je ne vous ai pas menti par cruauté. Je vous ai menti pour survivre à vos abus. J'ai construit tout mon empire dans l'ombre, dans un secret absolu. Parce que si je l'avais construit au grand jour, vous auriez activement essayé de le démolir ou de le lui remettre de force. Je me suis approché de la télévision et j'ai déconnecté mon téléphone, plongeant le grand écran dans une obscurité soudaine. J'ai calmement ramassé mes cartes de visite de luxe et l'épais dossier cartonné, les glissant proprement et précisément dans ma mallette en cuir. Je suis venu ici ce week-end par pure bonté d'âme pour vous mettre en garde, dis-je doucement, regardant directement mon père. Il semblait avoir vieilli de 15 ans en 5 minutes. Ses épaules larges étaient affaissées, sa posture arrogante complètement brisée, son autorité entièrement vaporisée. J'ai activement essayé de vous empêcher de perdre la maison familiale, votre fonds de retraite, votre héritage et votre dignité la plus élémentaire face à une escroc professionnelle documentée. Mais vous êtes tous si désespérément et pathologiquement accros à la grande illusion de votre propre perfection que vous avez activement choisi de croire une belle inconnue plutôt que votre propre sang. J'ai refermé les lourds verrous en laiton de ma mallette. Le son était incroyablement définitif. Je suis passé juste à côté de Julian,
qui regardait fixement le sol, complètement sans voix, sa vision du monde détruite. Je me suis arrêté juste devant Serena. Elle a contracté les épaules, s'attendant clairement à ce que je lui crie dessus ou que je la frappe. Je me suis simplement penché tout près de son oreille et j'ai murmuré d'un ton d'un froid mortel, « Fuis tant que tu le peux encore, car j'ai déjà envoyé ce dossier complet, y compris tes nouveaux alias, à la division des crimes financiers du FBI cet après-midi. » Le visage de Serena devint d'un blanc de craie. Elle avait l'air sur le point de vomir. Je me suis dirigé d'un pas déterminé vers la porte d'entrée, ma posture s'est redressée, la tête haute. J'ai ouvert la lourde porte en bois, laissant l'air frais et vivifiant de la nuit balayer mon visage échauffé. Je les ai regardés une dernière fois. Ils étaient complètement figés dans le salon. Une famille toxique profondément brisée, debout dans les ruines de leur propre création. Quand elle disparaîtra demain avec tout ce que vous possédez, dis-je, ma voix résonnant clairement et froidement dans la grande pièce, ne m'appelez pas. Je démissionne officiellement de cette famille. Je ne suis plus votre fils. Je suis sorti par la porte, je suis monté dans ma voiture de location et je suis parti dans la nuit sans jamais regarder dans le rétroviseur. Exactement 3 jours plus tard, le pire scénario absolu est devenu réalité. J'étais de retour en toute sécurité à Chicago, assis confortablement dans mon café haut de gamme préféré du quartier. Le soleil radieux du matin me réchauffait le dos à travers les immenses baies vitrées pendant que j'examinais calmement des indicateurs de données hautement complexes sur mon ordinateur portable. C'était un beau et frais mardi matin. C'était aussi, ironiquement, le matin de la cérémonie de mariage incroyablement somptueuse et extrêmement coûteuse de Julian. Mon téléphone portable personnel, que j'avais posé face contre table sur le bois poli, s'est mis à vibrer violemment et continuellement. Il s'est arrêté pendant exactement 3 secondes, puis a recommencé à vibrer immédiatement. Il vibrait sans relâche, faisant un bruit sourd sur la surface de la table. Je l'ai laissé sonner pendant 10 minutes. J'ai fini par le prendre, je l'ai déverrouillé et je l'ai retourné pour regarder les notifications. 42 appels manqués, 68 messages textes frénétiques, 7 messages vocaux désespérés et interminables. J'ai bu une gorgée lente et hautement satisfaisante de mon café noir, ressentant un immense et profond sentiment de calme envahir tout mon corps. La tempête financière massive avait enfin touché terre, détruisant complètement la côte. J'ai appuyé sur lecture pour le premier message vocal. C'était mon père. Sa voix était complètement, absolument méconnaissable. Elle était fêlée, profondément brisée et habitée par une panique désespérée, gutturale et haletante que je n'avais jamais entendue de toute ma vie. Arthur, s'il te plaît, je t'en supplie, décroche le téléphone. Elle est partie. Serena est partie. Julian s'est réveillé tôt ce matin et la suite nuptiale de l'hôtel était complètement vide. Ses valises sont parties. La Porsche blanche n'est plus chez le voiturier. J'ai appelé la banque dès qu'il m'a appelé. Arthur, les comptes bancaires joints sont complètement vides. L'argent de la 2e hypothèque, les fonds d'études, tout l'héritage de ta mère. Tout a complètement disparu. Les policiers sont dans ma cuisine en ce moment et disent qu'ils ne peuvent rien faire parce que nous avons signé de notre plein gré ces documents de dons volontaires. Arthur, nous sommes complètement ruinés. Nous n'avons plus un centime. Le traiteur menace de nous poursuivre en justice d'ici vendredi. S'il te plaît, mon fils. S'il te plaît, tu dois me rappeler. Nous avons besoin de toi. Nous sommes tellement désolés. J'ai fixé l'écran, le visage complètement inexpressif, et j'ai supprimé le message vocal. J'ai ouvert les messages textes. Julian avait envoyé un énorme pavé de texte décousu, complètement dépourvu de son arrogance et de son sentiment de supériorité habituel. Arthur, je suis tellement désolé. Je suis tellement stupide. Tu avais absolument raison à son sujet. Elle a absolument tout pris. Je viens de vérifier mon dossier de crédit et j'ai $50 000 de dette de carte de crédit à taux d'intérêt élevé à mon nom qu'elle a complètement maximisé. Je ne peux pas payer. Je vais aller en prison. S'il te plaît, aide-moi. Tu as l'argent. S'il te plaît. Même mon traître de cousin Lucas m'avait envoyé un message, son texte suant la détresse pathétique. Mec, je suis ruiné. Elle a pris mes $10 000 aussi. Mon père a découvert ce que je t'avais fait et il m'a mis à la porte de la maison. Je dors dans ma voiture. Je suis tellement désolé de t'avoir vendu à elle. S'il te plaît, Arthur, tu es littéralement millionnaire.
Est-ce que tu peux juste me dépanner d'un peu d'argent pour que je prenne un appartement? Je suis resté assis là, dans ce café calme et paisible, à regarder les gens normaux dehors promener leurs chiens, se tenir par la main et se dépêcher d'aller au travail. Je ne ressentais aucune joie sombre face à la souffrance de ma famille. Mais je ne ressentais pas non plus la moindre pitié ou empathie. Ils avaient creusé leur propre tombe financière de manière agressive et violente. Ils avaient délibérément ignoré chaque signal d'alarme retentissant, insulté la seule personne qui essayait de les sauver et avait sauté tête la première dans le fossé. Mais je ne suis pas un monstre. Et malgré tout ce qu'ils m'ont fait subir, je suis au fond de moi un architecte de systèmes complexes. Je répare les choses cassées. J'optimise les échecs. C'est juste que je ne les répare plus gratuitement. Et je ne les répare certainement pas avec amour. J'ai passé un seul bref appel téléphonique à Oliver, un avocat financier d'entreprise hautement agressif et profondément terrifiant que je gardais sous contrat très coûteux pour mes transactions immobilières. 2 jours plus tard, Oliver et moi montions lentement l'allée de gravier de la maison de mon enfance. La grande tente de mariage coûteuse dans le jardin était à moitié démontée, sa toile blanche battant tristement au vent. Les arrangements floraux incroyablement chers sur le porche étaient complètement morts, pourrissant et brunissant au soleil. On aurait dit un cimetière d'ego brisé. Ma mère a ouvert la porte d'entrée avant même que je ne frappe. Elle semblait complètement vidée, l'ombre de la femme arrogante qu'elle était autrefois. Elle ne portait pas une once de maquillage, ses cheveux étaient en bataille et elle semblait n'avoir pas dormi une seule heure de la semaine. Elle m'a vu sur le porche et a immédiatement éclaté en sanglots hystériques et haletants, tendant désespérément les bras pour m'enlacer. J'ai fait un pas ferme en arrière, évitant complètement son étreinte, gardant mes mains le long du corps. « Allons dans la salle à manger », dis-je froidement, ma voix ne laissant aucune place à la discussion. Mon père et Julien étaient assis en silence à la grande table de la salle à manger, complètement entourés de piles imposantes de factures impayées, de relevés de comptes vides et de menaces de poursuites judiciaires de la part des prestataires du mariage. Ils ont levé lentement les yeux quand je suis entré. Mon père a tenté de se lever, essayant instinctivement de rassembler un peu de son ancienne autorité patriarcale tonitruante, mais ses jambes ont semblé se dérober sous lui et il s'est simplement affalé lourdement sur sa chaise en bois, fixant le sol. « Arthur », croassa mon père, la voix éraillée. « Tu es revenu. Dieu merci, tu es revenu. Nous avons besoin d'un prêt. Juste quelques centaines de milliers pour effacer le défaut de paiement de l'hypothèque et la dette du mariage. Nous te rembourserons. Je le jure sur l'honneur, avec des intérêts. Tu as l'argent. Nous avons vu le compte. S'il te plaît. » Je ne me suis pas assis. J'ai simplement fait un geste vers Oliver, qui a sorti une liasse épaisse de documents juridiques denses de sa mallette en cuir et les a posés fermement avec un bruit sourd au centre de la table de la salle à manger. « Je ne vous donnerai pas un seul centime de mon argent, » déclarai-je clairement, en articulant chaque syllabe. Un silence de mort s'est installé dans la pièce, au point qu'on aurait pu entendre une mouche voler. « Je ne transférerai pas d'argent liquide sur vos comptes. Je ne donnerai pas d'argent à Julien pour payer ses cartes de crédit maximisées. Cependant, je vais charger mon avocat Oliver ici présent de contacter directement la banque détentrice de votre deuxième hypothèque. Il négociera agressivement un accord et paiera directement la banque depuis un compte bloqué sécurisé pour empêcher cette maison d'être saisie immédiatement. Il contactera également les traiteurs et réglera les litiges directement. L'argent ne touchera jamais, au grand jamais, vos mains. Vous n'aurez pas accès à un seul centime. » Le visage de mon père s'est empourpré d'un bref éclair d'indignation. « Tu nous traites comme des enfants irresponsables. Nous sommes tes parents. Vous vous comportez comme des enfants incroyablement irresponsables, » rétorquai-je immédiatement, ma voix résonnant sèchement dans la maison silencieuse. Mais ce n'est pas tout. Mon aide financière est assortie de conditions juridiques extrêmement strictes et non négociables. Je pointai directement la deuxième pile épaisse de papier sur la table. C'est une reconnaissance de faute juridiquement contraignante et une renonciation à toute réclamation future contre mes biens. En signant ce document, vous admettez officiellement sur le papier juridique 20 ans d'abus émotionnels graves, de négligence financière et de favoritisme destructeur flagrant. Vous admettez que vous m'avez chassé de cette maison. Vous admettez que vous avez volontairement et arrogamment ignoré mes avertissements explicites concernant Elena Vance en raison de votre propre cupidité aveugle. Si vous ne signez pas ce document maintenant, Oliver et moi remballerons ces papiers. Nous franchirons cette porte d'entrée et vous pourrez expliquer à la banque pourquoi vous vivez dans une boîte en carton sous un pont le mois prochain.
Tu ne peux pas être sérieux, sanglota ma mère bruyamment, se couvrant le visage de ses 2 mains. Tu veux nous humilier sur un document légal permanent? C'est du chantage. Vous m'avez humilié avec joie pendant 2 décennies entières, dis-je, ma voix descendant à un murmure glacial et dangereux. Julien fut le premier à craquer complètement, pleurant en silence, les larmes coulant sur son visage. Il saisit désespérément le stylo fourni et griffonna rapidement sa signature sur la ligne pointillée. Ma mère suivit immédiatement après, sa main tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine former les lettres de son nom. Enfin, mon père, entièrement brisé, l'esprit écrasé et complètement dépouillé de la moindre once de fierté qu'il possédait, prit lentement le stylo et signa son nom. Oliver ramassa efficacement les documents, vérifia soigneusement la validité des signatures et me fit un signe de tête professionnel. La dynamique de pouvoir toxique dans cette pièce et dans cette famille tout entière était définitivement, irréversiblement détruite. Je n'étais plus le bouc émissaire impuissant. J'étais l'autorité absolue, celle qui détenait les clés de leur survie même, et je verrouillais la porte derrière moi. Exactement 1 an plus tard, je suis sorti sur la vaste terrasse arrière de ma toute nouvelle maison. C'était une magnifique et spacieuse maison d'architecte historique de style craftsman, située dans une banlieue de Chicago très arborée, calme et hautement exclusive. L'air du matin était incroyablement frais, transportant l'odeur profonde et terreuse du sol humide et des aiguilles de pin fraîches. Je suis descendu lentement les marches en pierre pour me rendre dans le grand jardin paysager de mon arrière-cour. Je passe presque tous mes week-ends ici désormais, agenouillé dans la terre riche, à faire pousser des tomates anciennes, des poivrons d'un rouge éclatant et de grands tournesols imposants. Il y a quelque chose d'infiniment profond et de profondément thérapeutique à prendre une graine minuscule et fragile, à la planter dans une bonne terre, à la nourrir activement et à la regarder grandir forte et haute. C'était l'exact opposé de ce que ma famille toxique m'avait fait subir pendant 20 ans. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rapidement consulté mes emails. Il y avait un court message de la docteure Evelyn, ma thérapeute spécialisée dans les traumatismes. Je la consultais religieusement 2 fois par semaine depuis les 12 derniers mois. Son email était bref, juste une confirmation professionnelle standard pour notre séance de demain après-midi. But simplement lire son nom à l'écran a apporté un sentiment de paix profonde à ma poitrine. Elle m'avait aidé à surmonter la culpabilité écrasante et intense qui suit souvent tragiquement la rupture avec des membres toxiques de sa famille. Elle m'avait patiemment aidé à réaliser que fixer des limites d'une fermeté absolue n'était pas un acte de cruauté. C'était un acte d'autopréservation extrême et nécessaire. Mon téléphone a encore vibré dans ma main. C'était un de longs messages texte de l'oncle Thomas. C'était la seule personne de ma ville natale, le seul membre de ma famille biologique avec qui je maintenais encore une forme de contact. Salut mon grand, je te donne juste les nouvelles mensuelles de la zone de guerre. Ton père travaille officiellement au comptoir des retours clients du magasin de bricolage local pour aider à rembourser les dettes écrasantes restantes. Ta mère a complètement démissionné du conseil d'administration de la copropriété et a quitté le country club parce qu'elle ne supportait pas les commérages agressifs des voisins. Julien travaille actuellement comme caissier au salaire minimum dans une épicerie locale. Il a l'air absolument misérable. Oh, et au fait, j'ai vu les nouvelles en ligne. Le FBI a enfin arrêté Elena Vance alors qu'elle se cachait dans un motel bon marché en Floride. Elle essayait activement de monter exactement la même arnaque de crypto sur un dentiste à la retraite. Les agents fédéraux ne vont pas la louper. Elle risque un minimum de 20 ans dans une prison fédérale pour fraude électronique. Je suis resté parfaitement immobile et j'ai lu ce long message texte à 2 reprises. 1 an plus tôt, lire ce message m'aurait procuré une joie vindicative sombre et tordue. J'aurais ressenti une décharge d'adrénaline face à leur chute complète. Mais aujourd'hui, debout tranquillement dans mon beau jardin, à écouter le chant des oiseaux, je ne ressentais absolument rien. Aucune joie, aucune colère persistante, aucune tristesse résiduelle, juste une indifférence pacifique et absolue. Ils étaient essentiellement devenus des inconnus pour moi désormais. Les lourdes chaînes de fer étouffantes de mes traumatismes passés avaient enfin complètement rouillé et s'étaient brisées. Je n'ai même pas pris la peine de répondre aux messages. J'ai simplement remis le téléphone dans ma poche, j'ai pris mon arrosoir et je suis retourné m'occuper de mes tomates. Ce soir-là, j'ai conduit ma voiture jusqu'au centre-ville pour me rendre dans un grand centre communautaire brillamment éclairé au cœur de la ville. Je suis entré avec assurance dans le grand auditorium, qui était rempli à craquer de plus de 200 personnes. Toute la pièce a éclaté en applaudissements sincères et tonitruants à mon passage dans l'allée centrale.
quand j'ai pleinement réalisé combien d'argent je gagnais dans mon entreprise et à quel point j'avais en réalité besoin de peu pour vivre une vie paisible et épanouissante, j'ai pris une décision majeure. J'ai décidé de construire quelque chose de vraiment significatif. J'ai officiellement fondé le fonds de bourse d'études pour les enfants invisibles. C'était un programme financier de plusieurs millions de dollars spécifiquement conçu pour les étudiants brillants, performants et motivés issus de foyers hautement toxiques, profondément négligents ou financièrement abusifs. Des jeunes qui avaient l'intelligence brute, le talent et une volonté inébranlable, mais qui n'avaient absolument aucun système de soutien familial pour les épauler. Des jeunes à qui l'on répétait constamment qu'ils n'étaient pas assez bons, tout comme on me l'avait fait. Je suis monté les marches menant au pupitre en bois, j'ai ajusté le microphone et j'ai regardé la foule immense. J'ai vu Marcus, mon PDG, assis au premier rang, souriant fièrement et applaudissant. J'ai vu la docteure Evelyne assise quelques rangées derrière, hochant la tête d'un air encourageant. J'ai vu l'oncle Thomas, qui avait pris l'avion spécialement pour cet événement, essuyant une larme au coin de l'œil. Mais mes yeux étaient surtout attirés par les visages des 50 jeunes étudiants assis dans la section réservée à l'avant. Ils semblaient incroyablement nerveux, vibrants d'excitation et débordant d'un potentiel brut et inexploité. « Bienvenue à tous », dis-je, ma voix résonnant de manière claire et forte dans la grande salle, sans l'ombre d'une hésitation. Il y a 10 ans, j'étais assis seul dans l'obscurité, falsifiant illégalement des documents d'inscription à l'université simplement pour obtenir une éducation de base, parce que mes propres parents m'avaient regardé dans les yeux pour me dire que je n'avais pas le droit de réussir. On me répétait sans cesse que mon seul rôle dans la vie était d'être invisible. Mais je vous regarde tous aujourd'hui et je veux vous dire quelque chose de très important, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu chez vous. Vous êtes vus. Votre travail acharné est vu. Vos luttes silencieuses sont vues, et votre avenir vous appartient entièrement et à 100% à bâtir. Peu importe qui essaie de vous tirer vers le bas ou de se dresser sur votre chemin, la foule a éclaté en acclamations assourdissantes. Alors que je passais l'heure suivante à remettre personnellement d'importantes bourses d'études qui allaient changer des vies, serrant fermement la main de jeunes en larmes de soulagement. J'ai enfin senti les derniers morceaux brisés et tranchants de mon enfance guérir et se refermer définitivement. J'avais enfin cessé d'essayer d'extraire de l'amour d'une pierre froide. J'avais activement choisi de construire ma propre famille, de bâtir ma propre communauté de soutien et de laisser mon propre héritage durable. Certains ponts dans la vie ne peuvent tout simplement pas être reconstruits. Certains ponts sont si profondément pourris, si fondamentalement toxiques et dangereux pour votre santé mentale que la seule chose logique et saine à faire est de craquer une allumette, de les brûler complètement et de s'éloigner paisiblement à la lueur vive des flammes. Faisons une pause un instant. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable et j'apprécie votre temps. Le sang ne fait pas toujours une véritable famille, et vous n'êtes jamais, au grand jamais, obligé de vous immoler par le feu simplement pour garder au chaud des personnes toxiques et abusives. Avez-vous déjà été confronté à une situation incroyablement similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne ferme dans le sable et vous en aller pour sauver votre propre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Restez fort, protégez votre paix et continuez à bâtir votre propre empire.